le grand philosophe français qui a tout fait en Libye, qui vous dit il y a charia et charia. Voilà, l'ancien ministre des Affaires étrangères temporaire de la France, qui nous dit des choses pareilles et on sent tout ce que le mensonge et l'hypocrisie qu'il y a là derrière. Mais on vous parle du politique. Mais en fait, aujourd'hui, en Libye, ce n'est pas le politique le problème, c'est que toute la manne économique, pétrolière et toute la reconstruction, elle est dans les mains de ces 4 pays qui sont entrés au départ, au premier rang desquels les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Qatar. Ils s'occupent de toute la construction, la reconstruction, et ils ont mis la main mise sur le pétrole. Pourquoi les Russes et les Chinois ne sont pas d'accord sur la Syrie? Parce qu'ils ont vu ce qu'on leur a fait en Libye. Ils ont été complètement sortis du jeu. On leur a menti sur la zone de non-conflit aérien. Non, il faut qu'on commence à regarder ça et se dire, mais attendez, cette Libye-là, complètement instable, elle est économiquement protégée, politiquement instable. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la Libye instable a directement un lien avec le Mali et le nord du Mali. Parce que le nord du Mali aujourd'hui, comme par hasard, ça devient instable. Et qu'est-ce qu'on a trouvé parmi les plus grandes ressources pétrolières d'Afrique? Presque, et peut-être même plus que la Libye. Et on ne sait pas comment ils font, ces extrémistes-là, ces salafis djihadistes. Ils s'installent partout où il y a du pétrole. Partout où il y a du gaz. Ils arrivent au bon endroit et au bon moment. Alors après, il ne faut pas dire ces choses-là parce qu'on est... Non, il faut les dire. Il faut se dire, mais comment ça se fait que systématiquement, et regardez, notre ascension, elle se déplace. Et donc la Libye, instable. L'Égypte, instable. Avec quel mouvement de l'intérieur? Quel mouvement en Libye? Ceux qui sont les salafis, littéralistes djihadistes. Et il faut faire très attention, parce qu'il y a des frères qui m'ont écrit en me disant « Fais attention comment les médias utilisent le mot salafi ». Ils ont parfaitement raison. Aujourd'hui, il y a salafi et salafi, on pourra dire ça à BHR. Il y a salafi qui est une tradition de l'honnêteté, de la sincérité et de la voix du prophète ﷺ, les 3 premières générations. Certains sont réformistes, certains sont littéralistes. Et aujourd'hui, il y a des salafis qui sont littéralistes politisés, dont certains sont effectivement liés à une tendance extrémiste au sens de ce qu'on appelle djihadiste. Et ceux-là, ils sont apparus pendant ces 10 dernières années de façon tout à fait étrange. Hier, ils ne faisaient pas de politique et maintenant, ils font de la politique. Hier, il disait la démocratie, c'est du kufr, et maintenant, il dit c'est du kufr, mais il y va quand même. Ils sont présents. Ils ont fait 24% en Égypte. Ils sont présents. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont en train de déstabiliser les réalités en Tunisie. La Tunisie vit un vrai moment de déstabilisation maintenant, par la présence interne du vrai conflit qu'il y a à l'intérieur. Et la même chose en Égypte, et la même chose au Yémen, et la même chose en Syrie. Et on s'aperçoit aujourd'hui que régionalement, on est dans une situation où les processus de démocratisation ont développé de l'instabilité et toute cette instabilité-là affaiblit la région. Mais il y a une autre chose importante. Quand vous avez un pays déstabilisé, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez vous apercevoir d'une chose qu'on a vue après tout ce qu'on appelait le printemps arabe. Le printemps arabe, comme on l'appelle, est une accumulation de nationalisme fermé. Ce qu'on dit être le printemps de tous est en fait le nationalisme chez certains. Les Tunisiens pour la Tunisie, les Égyptiens pour l'Égypte, les Yéménites pour le Yémen, chacun pour son pays. Les Marocains pour le Maroc, et on n'a plus du tout de conscience régionale. Aujourd'hui, la déstabilisation régionale renvoie les gens à leur pays uniquement. Au point que quand ça s'est passé à la douane, vous savez ce qui s'est passé avec les Palestiniens en Égypte, le discours qui venait des Égyptiens sur les Palestiniens, c'est de dire on n'en veut pas, qu'ils restent chez eux. Ils sont devenus non seulement nationalistes, mais ils sont devenus anti-palestiniens. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus quand vous avez un intérêt géostratégique de faire que les Arabes deviennent tellement nationalistes que la question des autres ne les intéresse plus? Qui aujourd'hui en Égypte s'intéresse à la question palestinienne? Qui aujourd'hui en Tunisie s'intéresse à la question palestinienne? La seule chose qu'il leur est demandé de Washington et de toutes les capitales européennes, c'est « dites-nous que vous ne remettez pas en cause le traité de paix ». C'est tout ce qu'on veut. Et tous le disent, on ne va pas remettre en cause le traité de paix. C'est venu de la Tunisie, c'est venu de l'Égypte, on ne remet pas en cause les traités de paix. Mais au bout du compte, les attentions nationales sont nationalistes. C'est un printemps qui change l'attention des gens.
La question palestinienne maintenant, elle n'est pas à l'ordre du jour du processus de démocratisation en Tunisie, du processus de démocratisation en Égypte. C'est plus ça. Et là, vous vous dites, attention, il semblerait que tout ce phénomène régional est en train de jouer contre la centralité de la question israélo-palestinienne. Et qui gagne du terrain? Qui est en train de jouer les uns sur les autres, les uns vis-à-vis des autres? Alors, non seulement parmi les sunnites, on est dans un processus de lutte interne, qui a la crédibilité religieuse, et ajouter à cela une chose que je ne cesse de répéter, la question palestinienne pendant des décennies a uni les chiites et les sunnites. 90% d'entre vous, quand vous entendiez la résistance libanaise à l'attaque israélienne, vous souteniez les Libanais. Bien sûr, ils montraient à Israël, vous n'êtes pas invincible. Vous étiez majoritairement contre d'ailleurs la fatwa qui était venue de l'Arabie Saoudite qui nous disait « Ne soutenez pas les Libanais, ce sont des chiites ». Parce que ce qui était le plus important, c'est que les chiites et les sunnites sont des musulmans et qu'ils résistaient à Israël. Eh bien, aujourd'hui, vous vous apercevez que ce qui, il y a quelques années encore, était un élément d'unification est devenu une réalité de division. L'un des plus grands défis de la conscience musulmane contemporaine va être cette question chiite-sunnite. Et je peux vous dire que c'est profond. Parce que des gens que j'aime beaucoup, des ulama, des chouyours, quand la façon dont ils abordent la question du chiisme, et chez des chiites, la façon dont ils abordent la question de la relation avec le sunnite, c'est très profond. On est vraiment en train d'attiser des vrais conflits. Et qui a intérêt à ça? Qui a commencé ça? Quand est-ce que ça a commencé? Le conflit Iran-Irak. Ensuite en Irak. Aujourd'hui, ils s'entretuent à l'intérieur, les divisions internes. Et ce qu'on a vu aussi entre les sunnites, c'est déjà arrivé. Si seulement on avait de la mémoire. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Afghanistan. Unis contre la Russie, et quand la Russie est partie, divisés entre eux. Donc on est aujourd'hui dans des processus où le printemps arabe est en train de complètement marginaliser la question israélo-palestinienne. Et au moment où on a tout ce discours avec l'Iran, le conflit et tout ceci, eh bien, la stratégie israélienne est en train de continuer. Donc, ce qui m'amène à mon troisième et avant-dernier point, c'est de dire il faut qu'on comprenne de façon globale cette réalité-là et que vous, de là où vous êtes, vous ne soyez pas simplement des spectateurs. À partir d'un certain moment, il faut que vous soyez des gens qui essayez de comprendre. Vous avez des concitoyens. J'aimerais que vous vous rendiez compte du potentiel de présence que vous avez dans la société française. Je répète ces chiffres depuis des années, mais ils sont tellement importants. 1967, au moment de la guerre, des 6 jours, on a 73% des Européens qui sont pro-israéliens. En 1967, 3 Européens sur 4 supportent Israël. En 2008, 67% des Européens sont pro-palestiniens. C'est-à-dire que vous vous apercevez qu'il y a un changement de sensibilité. Et ça vient de quoi? Poser des bombes? Non. Insulter Israël? Non. Être informé et informer nos concitoyens. Ce que font les gens. Un travail de solidarité. Et Israël fait suffisamment d'erreurs pour que ceci aille dans le sens de la conscience. Ce qu'ils ont fait à Gaza, c'était une erreur et ça a porté énormément sur la crédibilité. Mais là, maintenant, ils ont compris. Ils le font sans que ça devienne médiatique. Ils le font en silence. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Changement de stratégie. On porte l'attention du monde entier à l'extérieur. On parle de l'Iran comme un ennemi. Juste avant les élections, pour soutenir un peu Obama, on dit ça sera qu'en mai, après les élections. Et nous, notre attention, elle est portée ailleurs. Donc, on est dans un vrai travail de stratégie médiatique. Donc, à partir de ça, nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, la déstabilisation, les conflits régionaux, porter l'attention ailleurs, c'est aussi de faire en sorte que la question israélo-palestinienne et ce conflit-là soient passés par pertes et profits des mémoires. Alors, le dernier point, une fois qu'on a compris ceci, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est avec cette réalité-là? La première des choses,
c'est de comprendre que nous sommes pour la justice et nous sommes pour le droit des peuples à l'autodétermination. Qu'aujourd'hui, en Palestine, on a une situation de colonisation et qu'il faut être clair sur le fait qu'on ne va pas se taire. Donc, pour ne pas se taire, il faut s'informer. Et là où vous devez être très présent, vous, la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a suffisamment d'articles. Là, j'arrivais dans l'avion tout à l'heure et j'ouvre le Monde et je tombe sur un article de Frachon qui dit des choses, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais des choses extrêmement intéressantes. Il dit exactement ceci, il dit la cause palestinienne est sortie des radars et pourtant elle est centrale. Donc il annonce que si les États-Unis ou si l'Europe ne s'en occupe pas, ça a les moyens de faire une bombe, c'est une vraie bombe à retardement. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est rester informés, travailler avec les associations qui font de la solidarité. 1. L'information comme justice. 2. La solidarité comme soutien. 3. La diffusion de l'information comme nécessité de la conscience des gens en Occident. Ça, c'est notre travail. Et il faut qu'on questionne nos politiques sur ces questions-là aussi. Donc ça, c'est un travail que nous avons à faire. La deuxième des choses qu'il faut considérer, et que je dis dans le livre, c'est que la question israélo-palestinienne, elle est centrale parce que c'est vrai que la façon dont Israël a présenté les choses, souvent, et vous vous souvenez de Livni, qui avait dit à Sarkozy d'ailleurs, qui avait dit « Nous sommes la première frontière vis-à-vis de l'islamisme et vis-à-vis de l'islam politique ». En fait, ça se jouait en Israël. Israël, elle était le bastion occidental de la défense des valeurs occidentales dans la région, parce que les valeurs de l'islam, c'était entre la charia et la dictature. C'était tout ce qu'on avait. La charia des Saoudiens et la dictature de Moubarak. Et entre les deux, il y avait... Voilà ce que c'était. Vous pouviez classer les États. Eh bien, ça, c'était le discours qui était tenu. Et nous, ce qui est fondamental, et ça, c'est aussi votre travail, c'est de mettre en évidence dans toute cette réflexion-là qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans les sociétés arabes, avec ce soulèvement des peuples, avec les valeurs qu'ils défendent, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas cette question-là qui est en train de se poser. La question, c'est du traitement juste des peuples dans la région. Et il faut voir sur le long terme. Il faut voir sur le long terme. Je peux vous dire une chose. Les responsables politiques, je veux dire, tous les responsables politiques, même le président Nicolas Sarkozy, quand il était président français, il savait combien le Premier ministre Netanyahou était un menteur et un manipulateur. Vous savez qu'il a été pris en flagrant délit de reconnaître qu'il était un menteur, on le sait. Et l'autre, son ministre, c'est un raciste. À partir d'un certain moment, nous, il faut qu'on reste liés à des principes, mais qu'on ne perde pas de vue, au-delà de toutes ces instabilités, que l'un des éléments essentiels qui va déterminer la relation que la région va avoir avec les États-Unis et l'Europe, ce sera la question palestinienne. Et dans un article que je viens de publier dans le New York Times aux États-Unis, c'est mon interpellation à Barack Obama. C'est de dire, à un moment donné, vous ne pourrez pas continuer cette politique de soutien unilatéral. Et ça, c'est une position de principe. Mais cette position de principe, elle s'appuie sur un deuxième élément dont je parle dans le livre et dont il faut que vous soyez conscients, vous. Pour la première, j'étais cet été en Malaisie et j'ai rencontré l'ancien Premier ministre, peut-être le futur Premier ministre et un certain nombre d'acteurs politiques. Leur position sur la question palestinienne est très claire. Ce sont des défenseurs de la question palestinienne. La Turquie, elle est extrêmement claire sur cette question-là. Et là, on s'aperçoit de l'émergence de nouveaux pays dont il faudra que l'on considère l'importance dans tout ce qui peut expliquer le développement de ces réveils arabes. C'est des pays qu'on appelle les pays du BRIC. Brésil, Russie, Inde et Chine. Ajoutez à cela des pays émergents comme l'Indonésie, la Malaisie dont j'ai parlé, la Turquie et l'Afrique du Sud. Vous avez vu la position officielle de l'Afrique du Sud par rapport à Israël. Extrêmement claire, extrêmement ferme. J'aimerais vous dire une chose, économiquement, on n'en parle pas. Si on parle que du politique, on est nous obsédés. Et j'en veux énormément, même aux acteurs politiques en Égypte ou en Tunisie, d'être complètement aujourd'hui dans cette relation, ou trop encore dans cette relation Occident-Islam. On a un déplacement économique vers l'Est.
Et le déplacement économique vers l'Est va être extrêmement crucial. Pourquoi? Parce que la Chine, parce que la Russie, parce que l'Inde n'ont pas du tout la même relation à Israël que les États-Unis. Il n'y a pas de lobby sioniste dans ces pays comme il est aux États-Unis. Sharon ne peut pas dire de ces pays ce qu'il a dit des États-Unis. On n'a pas à avoir peur de la décision américaine puisque c'est nous qui façonnons la décision. Oui? Donc on est dans un déplacement du centre de gravité des orientations idéologiques, pas simplement économiques. La Chine a été le seul pays au moment de son congrès à inviter un représentant élu du peuple en Palestine. Et c'était quelqu'un du Hamas. Et quand on lui a dit « mais comment c'est une organisation terroriste ?», la réponse du ministre c'était « c'est un élu du peuple ». Donc nous on travaille avec les élus, on ne peut pas avoir une démocratie à géométrie variable. On peut être d'accord ou pas, mais on discute avec les élus du peuple. Cet élément-là est très important. Et cet élément-là, il est très important pour vous aussi de comprendre ce déplacement-là doit nous donner une espérance à long terme. Ça ne va pas se passer maintenant, mais c'est à long terme. Le déplacement économique vers l'Est, le fait que les populations palestiniennes restent fortes et se battent, et que nous, de là où nous sommes les agents d'une nouvelle compréhension de la question israélo-palestinienne. Pourquoi vous pensez que le lobby sioniste aux États-Unis se bat contre la présence de ceux qui viennent du Sud? Pas simplement les musulmans, mais les musulmans en particulier, et certains chrétiens qui viennent du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils apportent la conscience et une vision complètement nouvelle de la question israélo-palestinienne. Et ils votent! Et ils votent, donc il faut les diaboliser. Aux États-Unis, l'Europe est appelée Eurabia par ces mouvements-là. Eurabia, c'est quoi? L'Europe arabisée. Et l'Europe arabisée, c'est quoi? Pro-palestinienne. Potentiellement pro-palestinienne. Ce qui a fait dire à un ancien ministre, Lelouch, quand j'étais dans un débat avec lui, il dit qu'il faut qu'on fasse très attention au vote de ces jeunes générations qui viennent du Sud, de ces Arabes et de ces musulmans, ceux qui viennent des pays arabes, car qu'ils vont changer la politique étrangère occidentale. ولا ضالا الا هديته ولا حاجه الا قضيته يا قاضي الحاجات يا غافر الزلات اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ اخواننا في هذه البلاد، اللهم احفظ عليهم دينهم يا حي يا قيوم، واحفظ ابنائهم ونساءهم يا حي يا قيوم وبناتهم انك على كل شيء قدير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن انك على كل شيء قدير. اللهم كن لاخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انك تعلم ان الدائرة عليهم. اللهم كن معهم يا حي يا قيوم واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل الشرك والمعصيه يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه.